On est à un moment donné où le sol s'écroule, où les fondements de nos sociétés finalement sont tombés et où il va falloir reconstruire d'autres fondements pour que le sens de l'existence humaine puisse être retrouvé, puis pour que les questions fondamentales que tout le monde se pose, le sens de la vie, quel est notre rôle dans l'existence, pourquoi on est là, quelle est notre destinée. Et d'ailleurs, on voit bien que l'abandon du religieux a dû être remplacé par d'autres croyances. Croyance en la science, qui est devenue toute puissante, et donc qui est devenue dogmatique. Croyance dans un état, une idéologie. Ça a été très fort au XXe siècle. Un des symptômes très importants aujourd'hui, c'est ces mouvements écologistes, très souvent écologistes, qui militent pour que l'humanité arrête de se reproduire et de fait disparaisse. Parce qu'ils considèrent que l'être humain n'a plus sa place dans le grand écosystème de la vie sur Terre. Bonjour Martin Bernard. Bonjour Laetitia. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour NTD. On vous reçoit aujourd'hui au restaurant Côté Square de l'Hôtel Bristol de Genève pour parler de votre nouvel ouvrage, Plaidoyer pour un renouveau européen. Vous êtes journaliste RP indépendant et le cofondateur de la chaîne d'entretien à succès Antithèse. Il s'agit de votre tout premier ouvrage. C'est un travail qui propose d'intégrer les dimensions spirituelles et les récentes découvertes sur la conscience à la science, non pas pour renier les acquis de cette science, qui sont notables, mais pour enrichir notre compréhension de l'être humain, de la vie. Vous proposez de réorienter le rationalisme européen, qui est selon vous actuellement restreint par un matérialisme dogmatique, vers une approche respectueuse de l'intégrité de la personne, de la nature. Vous mettez l'accent sur le soin de l'âme, à l'instar de Socrate, qui prônait, comme on le sait, une science ouverte aux réalités spirituelles. Je vous propose qu'on se concentre dans un premier temps sur un thème qui est clé dans votre ouvrage, c'est le transhumanisme. Vous dites que les aspirations transhumanistes modernes à dépasser les limites humaines, y compris le vieillissement, la mort, sont issues d'une très longue tradition. Dans votre ouvrage, vous avez élaboré un historique de cette science moderne. Pour quelles raisons exactement? Qu'est-ce que vous avez cherché à démontrer à travers cet historique? Alors effectivement, le transhumanisme est pour moi le dernier avatar de la science moderne telle qu'elle a été développée en Occident depuis le XVIe, XVIIe siècle. Et on trouve au fondement de cette science plusieurs personnages clés. On parle souvent de Galilée, on parle souvent de Newton ou Gassendi. Mais il y a aussi un Anglais qui s'appelle Francis Bacon, qui était un noble, qui a été dans les hautes sphères du gouvernement britannique au début du XVIIe siècle, et qui a élaboré en fait les jalons de la méthode expérimentale moderne. Et dans un petit ouvrage qui s'appelle La Nouvelle Atlantide, qui est un roman utopique, il imagine une île en fait dans laquelle des scientifiques, un clergé de scientifiques en fait font des recherches et des expérimentations dans tous les domaines, notamment la vivisection, notamment différents aspects pour prolonger la vie, pour même in fine arriver à l'immortalité en fait. Et on retrouve comme ça, tout au long des jalons de la science, du développement de la science moderne, cette idée en fait que le transhumanisme porte aujourd'hui, qui conduit à l'immortalité finalement, à l'immortalité de l'être humain, qui doit vaincre la mort finalement comme étant la dernière frontière à repousser pour l'humanité. Voilà, donc ça semblait intéressant pour étudier cette grande tradition européenne de la science moderne qui conduit aujourd'hui au transhumanisme, de remonter un peu au fondement idéologique qui se retrouve de manière tout à fait imagée par Bacon dans sa Nouvelle Atlantide. Oui, vous parlez assez longuement de Bacon dans l'ouvrage. Vous le dépeignez comme un précurseur des avancées technologiques actuelles, de l'idéologie matérialiste qui est sous-jacente à cette science moderne. D'une certaine façon, j'ai l'impression que le matérialisme de Bacon nous a éloignés de réalités spirituelles auxquelles vous aspirez et que vous soutenez en fait dans cet ouvrage. Absolument. C'est-à-dire que Bacon a développé en fait les fondements d'un matérialisme pratique, c'est-à-dire d'une volonté de conquérir la nature. Alors aussi dans un but, pour sa part, d'émancipation, d'émancipation des dogmes, de la croyance religieuse, etc. Et lui, son idée, c'était de dire, ok, on va développer la science expérimentale pour justement reprendre le contrôle finalement de nos façons de connaître, du savoir, de la production du savoir, dans un but de conquérir la nature. Et certaines philosophes féministes, donc
Caroline Merchant, a fait le parallèle entre la technique de Bacon, de l'expérimentation, et les souffrances infligées aux sorcières au moment de la Renaissance, comme celui de mettre la nature, de soumettre la nature au feu des arts. Voilà. Et vraiment cette idée de s'accaparer, de conquérir. Et je pense que cette vision du monde qui s'est développée à partir de là, à partir de ces débuts de la science, notamment de Francis Bacon, a ensuite essaimé dans tous les différents domaines de la culture européenne, dont le capitalisme, dont le colonialisme, dont toute cette volonté de conquête extérieure, en fait, matérielle, qui a rejeté finalement à l'arrière-plan les aspirations spirituelles de l'humanité qui étaient très présentes encore jusqu'au début de la Renaissance. Est-ce que Bacon était athée? Comment il se définissait, lui, spirituellement? Comment il se positionnait par rapport à la croyance? Alors non, à cette époque-là, personne n'était athée, véritablement. Le véritable matérialiste pratique et complet s'est développé au XIXe siècle. Mais à l'époque, les gens avaient un rapport plutôt mécaniste, déiste à la religion. Donc ils imaginaient un Dieu finalement créateur, donc au-dessus du monde, mais pour le reste, finalement, tout ce qui concernait la vie quotidienne n'avait pas grand-chose à voir avec la religion ou avec Dieu. Donc il y a eu cette séparation qui s'est effectuée entre la croyance religieuse, qui a été reléguée au domaine de la croyance, et l'expérimentation scientifique, le savoir, la connaissance, qui était réservée au domaine matériel, à la production du savoir, de la vie quotidienne, au fond. Et ça, c'est une grande tendance qui s'est développée jusqu'à présent. Finalement, la religion et la science se sont très longtemps confrontées, opposées, jusqu'à trouver un terrain d'entente. La science s'occupe des réalités matérielles, physiques, de la connaissance, et la religion s'occupe de la foi et du savoir. Et les deux ont leur précaré et finalement s'entendent pour autant que l'une ne cherche pas à empiéter sur l'autre. Et je pense que c'est une des grandes choses justement à dépasser actuellement pour l'humanité, c'est réconcilier la tradition scientifique et la spiritualité en vue de dépasser les limitations que cette séparation apporte en fait. Donc c'est-à-dire un développement de la science dans les nouveaux domaines de la conscience qui émergent, les réalités de la conscience dans les spiritualités, mais c'est aussi d'une certaine manière ouvrir la religion aux réalités scientifiques et mettre fin au dogmatisme des églises instituées qui cherchent à maintenir leur pouvoir sur les âmes et ainsi à aussi conserver leur pouvoir. Avec cette mouvance et puis les prises de conscience qu'il y a eu à l'époque de Bacon, on a, je pense, eu un bouleversement quand même assez fort. Comment est-ce qu'était le monde avant Bacon, selon vous? Qu'est-ce qui a changé après? Comment est-ce que les gens dans le quotidien, en fait, pensaient avant justement ce renversement, ce bouleversement? Alors je dirais que jusqu'à la Renaissance, en fait, le monde était peuplé d'esprits. Il était clair pour les humains que la nature était vivante, qu'il y avait une âme derrière les phénomènes naturels. Donc la séparation entre finalement la matière et l'esprit était encore très peu présente. Alors évidemment, la religion tenait tout ça. Avec ses dogmes et donc le savoir était réservé finalement à une petite élite de prêtres dans les monastères, mais disons dans la conscience populaire malgré tout, il était clair que la nature était vivante et que en fait un animisme latent était présent, je dirais, de manière générale. Et l'image de l'Église qu'on a aujourd'hui est fausse parce qu'elle date de la Contre-Réforme, donc de l'évolution de l'Église catholique suite à la Réforme protestante. Et en fait, l'Église s'est centralisée, s'est rigidifiée. Elle était, à l'époque du Moyen-Âge, beaucoup moins centralisée et donc beaucoup moins dogmatique d'une certaine manière au quotidien sur le terrain, dans les villages. Même si évidemment il y avait des ambitions de croisade et de conquête. Donc ça c'était clair, mais c'était un niveau très supérieur qui touchait finalement peu les populations, si ce n'est qu'elles pouvaient être enrôlées dans des guerres pour des seigneurs, etc. Mais je dirais au quotidien, la vision du monde était vraiment moins matérialiste. Et ça c'est, disons, et cela a changé petit à petit à partir de la Renaissance. D'abord dans une vision mécaniste où Dieu était encore présent, mais extérieur, et donc on n'avait finalement plus besoin de lui pour la connaissance, jusqu'au XIXe siècle où avec Darwin, on n'a plus besoin de Dieu pour expliquer l'évolution de la nature et sa réalité, son existence en fait. Voilà.
En tout cas, vous soulignez le fait que dans le passé, matière et esprit étaient une seule et même chose pour les êtres humains. Dans la société, on pensait comme ça. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il est nécessaire qu'on revienne à cette croyance que la matière et l'esprit, finalement, ne font qu'un? Alors, effectivement, je pense qu'il est nécessaire de dépasser les limitations du matérialisme qui nie la réalité de l'esprit. Je ne pense pas que la matière et l'esprit font un, je pense que c'est deux faces d'une même pièce. Et que d'une certaine manière, la réalité matérielle existe, elle est bien réelle, et on peut l'explorer, les outils de la science moderne savent le faire très bien. Par contre, il faut aussi développer l'autre aspect, l'autre partie de la réalité, qui est la nature spirituelle de la réalité, c'est-à-dire l'invisible, ce qui ne se voit pas actuellement, voilà, dans l'état matériel des choses. Donc c'est cet aspect-là spirituel qui doit être maintenant exploré et dont la science doit se saisir. Alors quand je parle de science, je parle moins des techniques d'expérimentation qui sont aujourd'hui très adaptées à l'étude de la nature, de la matière, à disséquer la matière pour aller voir ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a dessous. Mais je pense qu'il faut maintenir un esprit scientifique, un état d'esprit finalement de rigueur et de curiosité et des volontés d'exploration d'autres domaines en fait qui sont liés à l'esprit, au psychisme, à la conscience et qui depuis une centaine d'années se développent fortement. Et je pense que ça c'est une des grandes réalités actuellement dans nos pays européens, c'est que l'attrait pour les spiritualités qui ne sont pas forcément liées à des religions, ou en tout cas qui peuvent être explorées de manière individuelle, grandit, croît énormément. Il n'y a qu'à aller dans un rayon de bibliothèque pour voir tout ce qui est consacré à l'ésotérisme. En disant cela, je suis tout à fait conscient qu'il y a à boire et à manger dans tout cela, et qu'il y a beaucoup de charlatans qui utilisent finalement cet attrait pour vendre différents produits, vendre des services, et que je pense qu'il faut faire attention à ne pas à garder un certain sérieux justement dans l'étude et l'approche de la spiritualité. Mais cela dit, c'est aussi normal qu'il y ait tout ce foisonnement parce qu'on est à l'aube finalement d'un renouveau et de l'élaboration d'une nouvelle approche du spirituel. Donc c'est normal aussi qu'au départ il y ait des tâtonnements et peut-être des abus. On a justement, vous le mentionnez dans l'ouvrage, tous ces mouvements ésotériques pendant la Renaissance, la Rose-Croix, la nature philosophie, vous en parlez beaucoup, qui ont dû justement faire face à ce matérialisme grandissant. Vous dites quand même dans l'ouvrage que de façon sous-jacente, cet ésotérisme a continué à prospérer, peut-être pas de façon aussi évidente qu'il l'aurait fait si on n'avait pas eu justement ce matérialisme. Est-ce qu'aujourd'hui subsistent des traces encore de cet ésotérisme d'autrefois ? Oui, tout à fait. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au moment de Bacon, c'était un grand moment, finalement un tournant dans l'histoire de l'évolution des mentalités en Europe, parce que autant Bacon proposait sa réforme des sciences, qui était l'expérimentation, qui était l'induction, qui était vraiment cet aspect de conquête matérielle, autant les Rose-Croix et tous les mouvements ésotériques de tradition chrétienne, notamment inspiré du néoplatonisme, de l'hermétisme et des différents courants de l'Antiquité gréco-romaine, finalement, avaient l'ambition de réaliser une synthèse de tous les savoirs et de la foi. En fait, déjà à l'époque, ils cherchaient justement à réaliser cette synthèse, cette connaissance synthétique. Alors le problème qui s'est passé, c'est qu'évidemment, il y a eu différentes guerres qui se sont apparues. Il y a eu la guerre de 30 ans au XVIIe siècle, et là, effectivement, tous ces courants-là ont été d'une certaine manière étouffés par les efforts de guerre des différents pays européens qui ont pu utiliser ces techniques, cette méthode de développement des techniques pour progresser, parce qu'effectivement, l'un des gros points forts de la science, de la méthode scientifique moderne et de la science matérialiste, c'est qu'elle est très forte pour développer des outils pratiques, des techniques qui peuvent permettre d'améliorer la vie de chacun, et de cette manière-là, elle a un grand attrait, puisqu'elle permet d'améliorer le confort, le bonheur, de se développer économiquement. Et donc ces mouvements-là sont passés un peu en sourdine d'une certaine manière, mais on continuait effectivement derrière les événements comme ça à inspirer certains penseurs, notamment Jacob Böhm au XVIIe siècle, puis effectivement les romantiques allemands, Novalis, notamment Schelling, puis Hegel au XXe siècle. Et de cette tradition-là, finalement, qui culmine dans le monde germanique avec l'anthroposophie de Rudolf Steiner, qui est issue en fait de cette tradition-là,
à partir du début du XXe siècle, de nouveaux courants sont nés en fait, issus de la théosophie, de l'anthroposophie. Et je pense que tous les mouvements ésotériques modernes, d'une certaine manière, se sont développés à partir de cette matrice germanique, théosophique, anthroposophique, à la fin du XIXe siècle. Ouais, Rudolf Steiner qui a donné naissance à une école. Aujourd'hui, on continue d'enseigner justement dans les écoles de Steiner cette croyance dans l'esprit, dans le vivant, au sein de la matière. Alors, les écoles Steiner, qui sont effectivement très développées, il y en a beaucoup dans le monde, n'ont pas pour vocation d'enseigner des contenus anthroposophiques. C'est des écoles qui, en fait, proposent une pédagogie différente, c'est-à-dire basée sur effectivement l'enseignement de Rudolf Steiner, sur la perception de l'évolution de l'enfant en fait. Donc en fait il y a un rythme d'éducation différent qui est basé sur une certaine proposition concernant l'évolution de l'être humain, mais dans les contenus d'éducation, dans les contenus des cours, il n'y a pas d'anthroposophie. L'anthroposophie n'est pas enseignée. Voilà. Donc en fait, c'est vrai que c'est un reproche qui lui est souvent fait d'ailleurs, c'est de dire les écoles Steiner endoctrinent les enfants à l'anthroposophie. Or ce n'est pas le cas, puisqu'en fait, si effectivement cette pédagogie est basée sur les connaissances anthroposophiques, ou en tout cas ce que Rudolf Steiner a proposé, les cours eux-mêmes n'enseignent pas ça. Et je connais beaucoup de personnes qui sont passées par les écoles et qui sont pas du tout au courant de l'anthroposophie et finalement ne s'y intéressent même pas, au fond. Par contre, ce qui est commun aux écoles Steiner, c'est également ce qu'on retrouve dans les autres pédagogies, comme Montessori, comme Freinet, comme d'autres, aussi ce que Pestalozzi avait développé déjà en Suisse au début du XIXe siècle, c'est cette idée humaniste de faire en sorte que l'enfant puisse développer ses compétences du mieux possible, que finalement chaque petit être humain en devenir puisse se développer de manière la plus harmonieuse possible pour réaliser son potentiel en fait dans la société. Donc contrairement à l'école publique qui est sous contrôle étatique et qui veut d'une certaine manière faire rentrer les enfants dans un moule, que ça soit politique ou économique, qui deviennent des citoyens ou des bons employés. L'idée de ces pédagogies alternatives, c'est de dire non, en fait, les enfants ont des potentiels à la naissance qu'il s'agit de faire éclore. Et pour cela, il faut mettre en place une pédagogie qui puisse permettre cela. Donc, c'est un peu ça l'idée de la pédagogie anthroposophique, ou en tout cas des écoles Steiner, et qui s'inscrit tout à fait dans un courant, effectivement, de pédagogues alternatifs, entre guillemets, parce que j'aime pas beaucoup ce terme, mais en tout cas qui proposait une autre vision de l'éducation. Vous parlez aussi dans le livre des récentes découvertes sur la conscience, sur le cerveau, des choses que, à l'époque de Bacon, auxquelles on n'avait pas encore accès. Là, il y a quand même des choses qui émergent, qui font que, finalement, sans qu'on le veuille, au sein de la science émerge une spiritualité en quelque sorte. Enfin, les scientifiques commencent à réfléchir aussi à la conscience et tout ça. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot ? Oui, tout à fait. Alors effectivement, avec le développement des neurosciences, en fait, on s'est rendu compte de l'impact sur le cerveau de la méditation, par exemple. Et que ça avait énormément d'impact sur les facteurs de santé, sur la concentration pour les enfants à l'école, notamment le matin, et que finalement l'esprit, en tout cas, avait une force et une présence beaucoup plus importante sur le fonctionnement du corps, notamment. Et puis évidemment, il y a eu aussi un développement important des recherches sur tout ce qui est psychologique, les facultés psychologiques, la parapsychologie, tous ces domaines-là, la vision à distance, la transmission de pensée, etc., qui sont des domaines en expansion et qui ont une véritable base scientifique, c'est-à-dire des gens font des études, étudient des cohortes de personnes et donc mettent en place des protocoles pour vraiment étudier ces nouvelles réalités spirituelles au fond qui sont liées à l'esprit humain. Et ces recherches-là sont effectivement encore marginales et reçoivent très peu de financement, donc elles sont d'une certaine manière encore faites de manière un peu artisanale, même si dans les pays anglo-saxons il y a quand même beaucoup de choses qui se font de manière très intéressante. Mais disons que c'est en croissance et j'en veux pour preuve la publication de deux ouvrages importants dans le domaine. Le premier, c'est le Manifeste pour une science post-matérialiste, qui a été publié en 2015, et puis en 2019 le rapport Galiléo, qui de la même manière finalement pose la nécessité en fait de développer, de dépasser
le matérialisme inhérent finalement à la science telle qu'elle se pratique encore aujourd'hui, et à mettre en place une autre méthode qui finalement fasse plus de place à l'être humain dans la recherche scientifique et puisse aussi prendre en compte l'intériorité humaine en fait dans ces processus. Et c'est en phase avec d'une certaine manière ce que certains éléments de la physique quantique aussi peuvent dire, c'est-à-dire l'influence ou l'impact de l'expérimentateur dans les résultats de l'expérience. Ça c'est un des aspects très importants qui est aujourd'hui pris en compte dans ces nouveaux développements de la recherche scientifique. Donc il y a beaucoup de choses qui se fait un peu dans tous les domaines, et c'est intéressant. Quand on se penche sur tout ça, on se dit qu'effectivement il y a beaucoup de choses qui à l'avenir vont se développer, et on verra les résultats, mais c'est assez prometteur. Concrètement, selon vous, comment est-ce que la science, elle peut être mise dans le futur au service de l'être humain, de ses besoins fondamentaux? Alors la science, justement, elle a eu tendance à enlever l'être humain de l'équation, en fait, puisque l'être humain était le sujet. Donc en fait, il pouvait avoir des opinions, mais la connaissance était finalement en dehors du sujet. Et donc une science post-matérialiste, en fait, réintègre l'être humain dans l'équation, et donc d'une certaine manière prend aussi conscience de ses besoins. Le développement d'une science post-matérialiste ne pourra pas se faire sans une nouvelle forme d'humanisme, sans une nouvelle vision de l'être humain au sein de la nature et au sein du cosmos d'une certaine manière. Et donc ça va de pair. C'est-à-dire que cette science, parce qu'elle est moins tournée vers la conquête matérielle, va être plus soucieuse finalement des rythmes naturels de l'être humain et de son bien-être et de son adéquation avec toutes les productions qui peuvent naître, toutes les productions techniques, enfin tout ce qui peut être en lien dans la construction sociale globale. Et je pense que ça c'est une des réponses intéressantes. Et donc écologique d'une certaine manière dans le bon sens du terme, évidemment, parce que l'écologie aujourd'hui est récupérée par des intérêts économiques. Il y a beaucoup de greenwashing, il y a beaucoup de plein de choses, mais disons qu'il y a quand même une nécessité aujourd'hui, on le voit, de retrouver un lien avec la nature, quelque chose qui soit plus sain et plus harmonieux pour nous et pour le monde dans lequel on vit. Et un bon exemple de ça, et un des pionniers finalement en Europe de cette science post-matérialiste, comme on l'appelle aujourd'hui, c'est Goethe. C'est le poète, le grand poète allemand Goethe, qui est surtout connu pour ses œuvres littéraires, mais qui a en fait toute sa vie aussi développé une recherche scientifique, notamment sur les couleurs, la lumière et la botanique, que lui-même considérait comme plus important. Enfin, ses recherches, il les considérait comme plus importantes que ses travaux littéraires. Et en fait, il a développé une nouvelle façon, une nouvelle méthode en fait d'appréhender la nature, d'appréhender l'expérimentation, qui est une approche phénoménologique en fait, qui est de se tenir dans la nature et de vivre les couleurs. Par exemple, lui, son idéal, son idée, c'était de dire, si je veux étudier la lumière, je vais pas, comme Newton, la disséquer en longueur d'onde pour essayer de comprendre de quoi elle est composée. Par contre, je vais être dans la nature et je veux savoir ce que la lumière me dit et quelles sont ses lois en fonction de comment je la vois dans la nature, en fait. Qu'est-ce que la lumière me dit en tant que lumière, voilà. Et ça, c'est vraiment une approche phénoménologique qui va inspirer beaucoup de philosophes par la suite, dont Husserl, le fondateur du mouvement phénoménologique en philosophie, qui cherche justement à finalement faire sens du monde qui nous entoure, du monde phénoménologique quotidien, que la science finalement considère comme une illusion, puisque ce qui sera réel sera uniquement le monde physico-chimique subatomique, duquel finalement émerge toute réalité et tout notre environnement quotidien. Et je pense que ce qu'avait compris Goethe intuitivement, c'est qu'en fait le monde ambiant, le monde phénoménologique a ses propres lois, ses propres règles, qui sont pas réductibles aux phénomènes physico-chimiques, et que donc de fait le matérialisme, qui repose sur cette réduction, puisque tout devrait être issu de processus matériels, et donc que le matérialisme en fait n'est qu'une partie de la réalité. Et ce que Goethe a posé, c'est les fondements justement d'une science qui s'ouvre à d'autres réalités, qui ne sont pas matérielles. Et je pense qu'en tant que tel, il est un pionnier de cette nouvelle science qui est en train d'émerger. C'est un pionnier qui est souvent sous-estimé et méconnu, parce que lui-même avait une approche qui était très peu formalisée en termes philosophiques et méthodiques, c'est-à-dire qu'il pratiquait concrètement les choses. Mais je pense que ça peut être un précurseur et ça peut être une bonne attache, une bonne accroche, puisque c'est un des grands personnages de la culture européenne du XIXe siècle.
Est-ce que cette vision phénoménologique, elle vous inspire, vous, dans votre quotidien de journaliste, écrivain? Oui, je pense qu'elle nous inspire tous, effectivement, dès le moment où on essaye de faire sens du monde qui nous entoure. Je pense qu'on est tous des scientifiques au quotidien, dès le moment où on essaye de faire notre travail avec rigueur et conscience et finalement voilà, de tendre à une connaissance du réel, en fait. Parce que je pense que c'est bien ça la question. C'est véritablement développer une connaissance du réel qui ne soit pas uniquement perdue dans l'observation microscopique, dans des phénomènes subatomiques ou physico-chimiques, mais qui ne nous disent rien au fond de comment on vit au quotidien. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut réinvestir, puisque c'est là que se passe notre monde à nous, c'est le monde phénoménologique quotidien, qui a ses propres lois, qui sont certes différentes que le monde subatomique, physico-chimique, mais qu'il faut saisir et qu'il faut comprendre. Je pense qu'aujourd'hui, on est perdu dans des discours abstraits et qui sont d'une certaine manière aussi en lien à l'abstraction de cette science matérialiste ou physico-chimique, réductioniste, qui s'intéresse uniquement à des phénomènes à peine visibles au microscope d'ailleurs. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, l'atome a été seulement une hypothèse. Il n'a pu être observé qu'au XXe siècle, mais au XIXe siècle, les atomistes postulaient l'existence d'un atome. C'était une projection. Et donc, d'une certaine manière, toutes les caractéristiques qu'ils lui attribuaient étaient issues des caractéristiques du monde phénoménologique quotidien. Donc, au fond, pour notre vie à nous, on en revient toujours à ça, en fait. Oui, on a l'impression qu'en s'éloignant en tout cas de la phénoménologie, l'être humain se limite dans sa recherche scientifique. On se pose des cadres, on se fixe des limites et on n'a plus cette capacité à aller chercher plus loin que le bout de son nez parce qu'on ne croit pas qu'il y a une possible, qu'il y ait le plus profond ou qu'il y ait autre chose derrière ce qu'on voit en fait avec les yeux. Tout à fait. Et je dirais qu'aujourd'hui, on comprend mieux cette idée que le réductionnisme ne peut pas fonctionner en tant que théorie, puisque les lois de l'émergence, les lois de l'émergence nous prouvent que le réductionnisme ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on sait, par exemple, que des lois qui sont valides à un niveau subatomique ne le sont plus à un niveau supérieur, et que les lois du niveau physico-chimique ne peuvent expliquer le réel. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, parce qu'en fait, ça veut dire que la réduction est impossible. Que chaque niveau a ses propres lois qu'il faut étudier en tant que tel. Et l'exemple classique de ça, c'est l'eau, en fait. C'est-à-dire que l'eau, c'est deux molécules d'hydrogène, une molécule d'oxygène, qui s'assemblent et qui forment de l'eau. Alors, une fois qu'on dit ça, en fait, les molécules d'hydrogène et d'oxygène ont leur propre fonctionnement, ont leur propre loi, mais une fois qu'elles s'agrègent, elles forment de l'eau, et l'eau, ensuite, est irréductible aux lois de ces molécules. Donc, on doit étudier l'eau en tant que telle pour la comprendre. Or, ça, c'est un véritable angle mort de la recherche scientifique actuelle. Vous déplorez en tout cas que ce dogmatisme se soit imposé comme une norme, que les êtres humains s'en remettent vraiment au matérialisme, à l'athéisme. Est-ce que vous pensez que c'est aussi lié au fait que dans l'histoire, il y a eu des persécutions contre les gens qui y croyaient? Donc on peut penser aux sorcières ou bien aux religieuses comme Hildegard de Bingen dont vous parlez dans le livre, qui ont été réprimandées pour leur croyance, leur volonté de voir au-delà du matériel, leur vision aussi. Et puis plus récemment, on peut penser aux révolutions culturelles. Par exemple en Chine, les croyants ont été persécutés en fait, les Tibétains, les gens qui avaient une croyance dans le divin. Et puis aussi ici en Europe, alors d'une façon plus légère, mais on s'en est pris à tout ce qui était croyance. On l'a étiqueté de superstition, et peut-être qu'il y a un traumatisme chez les gens aujourd'hui qui n'osent plus parler de ce qu'ils voient ou ce qu'ils imaginent ou ce en quoi ils croient, tout simplement. Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, à un moment donné, au moment du développement de cette science moderne, effectivement, tous les courants qui se rattachaient encore à d'anciennes croyances ou à d'anciennes manières d'appréhender le réel ont été au mieux moqués, au pire brûlés comme les sorcières. Et donc, effectivement, ça a contribué à finalement empêcher le développement de nouvelles recherches dans ce domaine. Après, les églises instituées, comme les églises catholiques ou protestantes, ont aussi joué un rôle là-dedans. Parce que d'une certaine manière, elles ont voulu garder le contrôle sur l'invisible et le religieux et les mondes spirituels. Et donc, en ce faisant, en fait, elles ont fait en sorte que ce domaine-là se maintienne dans la croyance et que la science ne le touche pas.
Donc il y a eu véritablement une dialectique entre les églises qui voulaient garder leur précaré et la science qui s'est développée de son côté d'une certaine manière. Et ça a été la grande envie de Descartes ou de Kant, ça a été de dire on veut préserver une place pour la religion. C'est-à-dire que la science se développe, elle est toute puissante, mais quelle est la place de la religion là-dedans ? Est-ce que finalement, comment faire pour lui préserver finalement une place ? Alors ils ont réussi à le faire, mais en excluant toute connaissance du domaine religieux, qui s'est maintenue uniquement dans une approche basée sur la croyance, le dogme et la foi. Or, je pense que un des critères de la modernité, c'est que maintenant les gens ne se satisfont plus, de dogmes ou de croyances, mais cherchent une connaissance en fait, cherchent à connaître, se posent des questions et veulent y répondre. Et les réponses que proposent les églises instituées très souvent ne suffisent plus à satisfaire ces questions. Et donc il faut bien trouver autre chose. Et je pense que là on est dans un espèce de vide où en fait les églises et la religion ont perdu de leur superbe. Et donc il faudra bien que quelque chose d'autre puisse les remplacer pour répondre à ces questions, puisque les réponses de la science matérialiste ne suffisent pas non plus et ne permettent pas d'expliquer ces domaines invisibles. Et donc il faudra bien retrouver une explication et une façon d'appréhender l'invisible qui ne sera plus celle du passé, des églises instituées, des religions. Et donc c'est là tout l'enjeu. Et entre-temps, il faudra, du temps que ça se passe, il faudra bien il y aura un espèce de vide qui devra être comblé par toutes sortes de choses, et on le voit aujourd'hui. Certains reviennent à un religieux qui est des fois très conservateur, voire réactionnaire, parce qu'il s'accroche finalement à une structure qui était là par le passé, et d'autres se perdent complètement dans des délires mystiques, dans la consommation de substances psychoactives. Alors moi je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, mais je dis juste que là il y a des écueils qui sont dangereux, parce que justement on est à un moment donné où le sol s'écroule, où les fondements de nos sociétés finalement sont tombés, et où il va falloir reconstruire d'autres fondements pour que le sens de l'existence humaine puisse être retrouvé, puis pour que les questions fondamentales que tout le monde se pose, le sens de la vie, notamment, quel est notre rôle dans l'existence, pourquoi on est là, quelle est notre destinée, toutes ces questions-là, finalement, devront être répondues parce qu'elles sont inhérentes à la nature humaine. Et il faudra bien que quelque chose remplace les discours un peu insuffisants des religions jusqu'à présent. Alors pour autant, je suis pas contre les religions, hein, je précise bien ma pensée. Je pense qu'elles peuvent encore inspirer beaucoup de développement. Je pense que au fondement des religions, il y a une véritable connaissance spirituelle, et que bien souvent ce sont les églises instituées qui ont récupéré ce message à des fins de pouvoir qui déforment ce message originel. Donc je pense que des fois effectivement ces religions pourraient aussi être refondées d'une certaine manière, et qu'il faut pas du tout abandonner le christianisme par exemple sous prétexte que l'Église catholique dysfonctionne. Je pense que ça c'est aussi important. Aujourd'hui on jette le bébé avec l'eau du bain, et je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Voilà. Mais en tout cas on est dans cette période de sable mouvant un peu où tout est à reconstruire, et où c'est dangereux parce que la nature a horreur du vide. Les gens cherchent à combler une sorte de manque. C'est ça. Il y a aussi les valeurs morales qui ont fortement diminué avec la disparition des religions. La civilisation judéo-chrétienne, quand bien même elle a été effectivement source de certains malheurs, elle a également inspiré et maintenu les gens dans un respect d'autrui, parce qu'on croyait qu'en faisant le mal à quelqu'un d'autre, on pourrait être puni par le divin. Aujourd'hui, il n'y a plus ce socle, il n'y a plus ce fondement qui nous inspire à être bons les uns envers les autres. Alors voilà, ça peut aussi amener certains écueils. Absolument, et je pense qu'effectivement, beaucoup de gens regrettent l'existence de ce socle qui existait effectivement par le passé et qui donnait une structure à nos sociétés. Mais de fait, je pense qu'il faut constater sa disparition, et je ne pense pas qu'on puisse y revenir tel que ça se passait par le passé. Je suis dans ce sens-là très peu réactionnaire, où moi je pense plutôt qu'il faut réinventer un nouveau socle sociétal, et ça va prendre un peu de temps évidemment. Mais ça va se faire. Alors peut-être un peu dans le chaos, certes, mais en tout cas, effectivement, on ne pourra pas continuer sans une nouvelle sorte d'attache qui nous permette de nous orienter dans la vie, en fait, en tant qu'individu, mais aussi en tant que société. Et la question, c'est par quoi il faudra passer pour arriver à développer ça.
Ça, c'est un peu l'inconnu, c'est que peut-être qu'il faudra de grands cataclysmes ou bouleversements pour y arriver. Bon, on voit que c'est déjà le cas. Je veux dire, certains mouvements, par exemple, un des symptômes très importants de notre époque, très nihiliste, puisque finalement la conséquence de l'abandon du religieux, c'est un peu le nihilisme et l'autodestruction finalement de notre perception d'humanité. Mais un des symptômes très importants aujourd'hui, c'est ces mouvements écologistes, très souvent écologistes, qui militent pour que l'humanité arrête de se reproduire et de fait disparaisse, parce qu'ils considèrent que l'être humain n'a plus sa place dans le grand écosystème de la vie sur Terre. Et donc ça, je pense que c'est un symptôme très fort et très puissant de cette désorientation dans laquelle est l'humanité, en tout cas occidentale. Parce qu'avec l'athéisme, finalement, ce qui s'est imposé, c'est l'idée que toute croyance dans le divin ou dans quelconque religion est une croyance superstitieuse. Mais finalement, est-ce que la croyance dans l'athéisme, c'est pas aussi une croyance superstitieuse? Absolument. L'athéisme est une croyance en tant que telle. Donc l'athéisme, en fait, n'existe pas. Personne ne croit en rien. Et ne croire en rien, c'est déjà une croyance, d'une certaine manière. Donc non, effectivement. Et d'ailleurs, on voit bien que l'abandon du religieux a dû être remplacé par d'autres croyances. Croyance en la science, qui est devenue toute puissante, et donc qui est devenue dogmatique, ou en tout cas qui est devenue un outil dogmatique au service de certains intérêts industriels ou politiques. Croyance dans différentes choses, croyance dans un État, une idéologie. Ça a été très fort au XXe siècle. Voilà, donc effectivement, non, la nature a horreur du vide, vraiment. Et je pense qu'on doit se rattacher à quelque chose qui dépasse notre condition matérielle, sinon on peut pas exister, puisque ce serait nier une partie de nous-mêmes. On s'est éloigné un peu peut-être de l'être humain et du côté de l'humanité en fait qu'il y avait en tout à chacun. Oui, tout à fait. Je termine là-dessus parce que je pense qu'effectivement un des grands problèmes de notre civilisation occidentale, c'est justement que en fait, c'est développer une image de l'être humain très dégradée. Et ça c'est une conséquence d'une certaine manière de l'abandon du religieux, mais aussi des horreurs qui ont été commises au XXe siècle lors des 2 guerres mondiales, de la colonisation, de tout ce passé de conquête matérielle extérieure lié à cette vision du monde qui a émergé suite à l'éclosion de la science moderne. Et en fait, les gens prennent conscience que c'est un problème, en fait, concrètement, cette vision du monde. Sauf que comme ils ne voient pas d'autres alternatives et d'autres manières de se relier à une transcendance, ils considèrent que l'être humain étant responsable de cela, en fait, est un danger déjà pour les autres, pour ses compatriotes, pour ses les collègues humains, mais aussi pour la nature, et que donc en fait, il serait mieux de ne pas exister, en fait. Et je pense que tout le XXe siècle a développé cette idée que l'être humain doit être contrôlé, en fait, doit être maîtrisé, parce que si on le laisse à lui-même, en fait, c'est un danger, c'est un loup pour les autres. Et donc, en fait, le socle de tous les développements de l'État moderne, en fait, sont basés sur ça, sont basés sur cette peur que l'être humain, s'il est laissé à lui-même, si on le laisse s'organiser, si les populations se laissent s'organiser elles-mêmes sous forme démocratique, en fait, du chaos en sortira. Parce que l'être humain est fondamentalement mauvais et ses passions peuvent être destructrices et qu'il faut donc le contrôler, le surveiller. Et en fait, finalement, les développements actuels des techniques de surveillance, c'est rien d'autre que les nouveaux développements de cette idée, que si on nous laisse finalement libres de nous réaliser, on va faire des grands malheurs sur Terre. Donc on a aussi un aspect démocratique à tout ça. Si on n'a pas confiance dans l'être humain, on ne peut pas avoir confiance dans sa capacité à s'autogérer et à construire une société viable. Et je pense que ça, c'est un point important qui est sous-jacent en fait à toutes nos réflexions actuelles. Et évidemment qui est vraiment transversal, parce que par exemple les mouvements, les théories du genre, par exemple, cette négation du corps biologique, qui est très liée au transhumanisme par ailleurs, puisque le transhumanisme récupère ces mouvements-là qui rejettent le biologique pour ensuite justifier le fait que de toute façon, puisque le corps n'a aucune importance, on peut transférer sa conscience dans une machine et que de toute façon on est libre de nous autodéterminer selon nos envies quotidiennes, passagères. Mais ça, c'est profondément anti-humaniste dans l'idée, puisque c'est en fait très dégradant comme idée. C'est très dégradant pour la personne humaine, c'est très dégradant pour ce qu'on est réellement biologiquement. Et je pense qu'un des enjeux, effectivement, actuellement, c'est de retrouver une véritable image de l'être humain
une image transcendante, une nouvelle vision humaniste qui soit non plus prédatrice, parce que c'est une des conséquences non négligeables et indéniables de notre passé européen, mais qui soit au contraire inclusive dans le bon sens. C'est-à-dire inclusive de l'autre en tant qu'être humain, en tant que personne qui a droit à se développer de manière libre et autonome, et puis qui puisse reprendre une place dans la nature de manière harmonieuse, quoi. Et se relier à une transcendance qui le dépasse et qui finalement le porte au-delà de lui-même, qui lui donne un idéal auquel se rattacher. La religion fournissait ça d'une certaine manière. On s'identifiait à un Dieu auquel il fallait ressembler. Moralement, en tout cas, il fallait respecter la façon dont ce Dieu se comportait. Aujourd'hui, on n'a plus cette grande image-là, mais il faudra en reconstruire une si on veut finalement aussi pouvoir engendrer des changements impactants, parce que tout changement ne pourra être réalisé que par des êtres humains. Si on n'a pas confiance dans l'être humain, autant oublier le changement d'une certaine manière. Donc on est dans une période un peu particulière, un peu suicidaire d'une certaine manière, un peu autodestructrice. C'est une flagellation permanente qui ne mène nulle part, si ce n'est à encore plus de désordre et de problèmes. Voilà. Donc je comprends tout à fait que l'être humain est capable d'horreur, et je pense que l'histoire le montre, mais si on voit que cette facette-là, on n'ira nulle part. Et je pense qu'un des grands enjeux, c'est de retrouver justement une confiance dans l'être humain qui puisse être source de nouveautés et de meilleures relations entre nous aussi, puisque c'est ça l'enjeu. Maintenant, tout le monde se déchire un peu sur tout, les opinions prédominent, c'est très difficile d'avoir une discussion. D'ailleurs, ces espaces qu'on a là sont très intéressants pour ça, c'est qu'on peut enfin discuter un peu de choses qui nous dépassent. Donc voilà, c'est ça. Je pense que l'avenir devra aller dans cette direction. Merci beaucoup, Monsieur Bernard, de nous avoir invités, en tout cas, à des retrouvailles avec la croyance, la spiritualité. Plaidoyer pour un renouveau européen. Ce que vous souhaitez à l'Europe, c'est finalement qu'elle puisse retrouver ses racines spirituelles, fondamentales, tout en innovant et en ne tombant plus dans les travers du passé, les erreurs qu'elle a commises en lien avec la religion. Merci beaucoup, Monsieur Bernard, pour cette discussion. Et puis, j'espère avoir l'occasion de vous revoir bientôt pour aller plus loin dans la réflexion. Merci à vous. Merci pour l'invitation.